Le matin du 31 juillet 1992, l'équipage du vol 311 de Thai Airways a commencé ce qui devait être un service tout à fait routinier de Bangkok à Katmandou. L'appareil utilisé, un Airbus A310 immatriculé HSTID, faisait partie des plus récents de la flotte de Thai Airways à l'époque. C'était un biréacteur moderne avec gestion de vol avancée et électronique représentant le summum technologique aérien des années 1990. La préparation avant le vol fut simple, la météo s'annonçait clémente sur le trajet. À 10h30 à Bangkok, l'Airbus A310 a décollé vers le nord-ouest en direction du Népal. En un peu plus de 2 heures, le plan était de traverser l'Inde au niveau de croisière, avant de descendre vers les contreforts de l'Himalaya en entrant dans l'espace aérien sans radar autour de Katmandou, puis d'effectuer une approche aux instruments vers la destination. À bord de l'avion ce jour-là se trouvaient 99 passagers et 14 membres d'équipage, dont les 2 pilotes qui connaissaient tous deux très bien cette route. Le commandant de bord avait 41 ans et totalisait 13 250 heures de vol, dont 4 400 sur ce type d'appareil. Il avait rejoint Thai Airways dans les années 70 et venait d'être promu commandant instructeur en ligne, poste réservé aux personnes de confiance, pour former les autres et rester calme si la situation devenait délicate. Son copilote ce jour-là était en fait un peu plus âgé de 52 ans, avec 14 609 heures de vol au total et 4 600 heures sur ce type d'appareil. Et il était considéré par ses collègues comme compétent et assidu, mais pas particulièrement affirmé. Lors des contrôles simulés, il obtenait généralement de bons résultats. Mais les instructeurs avaient noté qu'il manquait de l'assurance et de l'autorité attendues d'un commandant de bord. Et il lui avait donc été dit qu'il ne serait jamais promu commandant de bord. À moins que cela ne change, cela a probablement été très difficile à entendre. En réalité, certains types de personnalités manquent d'assurance, ce qui reste tout à fait acceptable. Dans l'aviation, l'assurance est tout aussi essentielle, dans un rôle de suiveur, comme celui de copilote, qu'il l'est dans le rôle de commandant de bord. Dans les années 1990, les compagnies aériennes mondiales ont lancé la formation CRM, enseignant aux équipages la communication claire et la prise de décision partagée. Mais en pratique, dans de nombreuses compagnies aériennes à cette époque, le style hiérarchique d'autrefois pesait encore lourdement. Ainsi, si le commandant avait une opinion tranchée, la plupart des copilotes se limitaient à poser une question pour exprimer un désaccord ou rester silencieux. Et cela vaut la peine d'être rappelé. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, le vol s'est déroulé comme prévu avec les passagers à l'arrière. En lisant des livres et en somnolant dans le cockpit, les discussions habituelles allèrent bon train, comme toujours. Les vérifications et autorisations de croisière étaient ponctuées de quelques anecdotes personnelles. En d'autres termes, une journée parfaitement normale au bureau. Mais sous l'avion, la saison de la mousson battait désormais son plein. Au-dessus de l'Inde, d'épaisses couches de nuages blancs et gris s'étendaient sur des centaines de kilomètres, atteignant jusqu'à 40 000 pieds d'altitude. Et quelque part sous ces nuages se trouvaient les plaines inondées du Bihar et les contreforts de l'Himalaya, qui s'élevaient vers le Népal. Les 2 pilotes connaissaient bien cette situation météo. Les vols vers Katmandou faisaient souvent escale à cause des conditions météorologiques difficiles de la région. Mais ils avaient aussi prévu cela en prenant du carburant en plus. La carte de l'aéroport international Tribhuvan était pliée sur la tablette, illustrant la vallée montagneuse et le radiophare VOR Distance Measuring Equipment de l'aérodrome, ainsi qu'une approche abrupte qui était nécessaire pour leur permettre d'atterrir. Maintenant, ce n'était pas un aéroport facile pour atterrir, donc les 2 pilotes ont passé pas mal de temps en croisière à revoir les altitudes, les points de passage et la procédure de remise des gaz. Le commandant de bord était un homme méthodique qui aimait planifier ses approches à l'avance afin de se préparer aux imprévus. Et c'est en fait une excellente habitude à avoir, car lorsque vous faites votre briefing tôt, vous vous offrez essentiellement une capacité mentale supplémentaire pour la suite. Comme je l'ai dit, cela serait nécessaire, car le vol 311 allait bientôt descendre dans l'un des environnements les plus complexes pour un avion de ligne. Une approche en vallée abrupte, sans radar, à l'estime, entourée de hauts sommets et effectuée à une altitude et une pression élevée, ce qui signifie que les vitesses seraient supérieures à la normale.
À 12h10, le copilote a contacté le contrôle de Katmandou, indiquant leur position à environ 150 000 nautiques au sud-est de l'aéroport. Et il est important de rappeler ici qu'aucun des contrôleurs à Katmandou n'avait accès ni au radar primaire ni au radar secondaire. Chaque avion devait indiquer sa distance et son relèvement par rapport à la balise VOR de l'aéroport de Tribhuvan. Le contrôleur utilisait ensuite ces rapports pour estimer la position des avions sous son contrôle et ensuite appliquer ce qu'on appelle la séparation procédurale entre eux. Le trafic vers Katmandou était faible, ce qui permettait à ce système d'assurer un flux et une séparation suffisants. Mais cela reposait également entièrement sur des rapports précis des équipages, ainsi que sur une communication très claire et constante. Si un équipage donnait une mauvaise position ou perdait le contact radio, le contrôleur ne pourrait ni les corriger, ni savoir où ils étaient. À ce moment, le vol 311 approchait de Katmandou. La météo était bonne pour la saison, avec une couverture nuageuse fragmentée entre 2500 et 10 000 pieds, une visibilité supérieure à 10 km et de faibles vents d'est. Ce qui était parfait pour l'approche prévue sur la piste 02 que les pilotes avaient en tête. Ainsi, lorsque le contrôleur aérien a transmis cette mise à jour météo, le copilote l'a simplement relue et le commandant de bord l'a confirmé. Rien ne semblait anormal. Puisque nous parlons de choses apparemment ordinaires, je suppose que les prochaines semaines avant les vacances vont inclure pas mal de shopping en ligne pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, les escrocs en sont bien conscients. C'est en fait leur période la plus chargée de l'année. Parce qu'à ce moment-là, ils savent, les gens vont cliquer sur de bonnes affaires et saisir leurs informations de paiement sans réfléchir à deux fois. Ils ont donc créé des sites web entiers précisément à cet effet. Ces faux sites de shopping peuvent sembler incroyablement convaincants, avec même des processus de paiement qui paraissent légitimes. Mais dès que vous avez terminé, vos informations de carte auront été volées. C'est pourquoi j'utilise NordVPN, le sponsor d'aujourd'hui, et plus précisément leur fonctionnalité Threat Protection Pro. C'est comme avoir votre équipe cybersécurité qui contrôle chaque porte avant d'entrer. Il analyse tous les sites en temps réel, et si quelque chose semble suspect, il vous empêche d'y accéder. Nord est en fait le seul VPN qui a été officiellement certifié par des experts indépendants en cybersécurité. Et si cela leur convient, eh bien alors ça me convient aussi. Au fait, cette protection ne s'arrête pas si vous désactivez le VPN. Non, elle fonctionne toujours en arrière-plan. Ainsi, toutes vos recherches de cadeaux de dernière minute peuvent se faire en toute tranquillité d'esprit. Pour l'essayer, scannez ce code QR ou rendez-vous sur nordvpn.com/pilot et inscrivez-vous à leur offre de 2 ans. Vous bénéficierez de 4 mois supplémentaires via mon lien et, comme toujours, Nord offre une garantie de remboursement de 30 jours. Merci à Nord d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, revenons à ces pilotes qui venaient tout juste de recevoir leur mise à jour météo. 8 minutes plus tard, à 12h18, l'équipage a décidé qu'il était prêt à descendre. Il n'y avait aucun trafic en dessous d'eux. Mais même s'ils ont appelé le contrôleur aérien à plusieurs reprises, ils n'ont d'abord reçu aucune réponse. On a découvert plus tard que la panne n'était pas due aux montagnes ou à la météo. Non, le contrôleur aérien n'était simplement pas attentif à ce moment-là, nécessitant une demi-douzaine de tentatives pour obtenir une réponse. Quand le contrôleur aérien a enfin répondu, on sentait la frustration dans la voix du pilote. Ça, je le comprends tout à fait. En général, nous demandons la descente quelques miles avant notre top de descente calculé, pour assurer une transition douce et éviter d'être trop haut ou trop rapide. Donc, si ces pilotes ont dû demander 6 fois, ils étaient probablement déjà au-dessus de leur profil calculé sans aucune raison. C'est quelque chose que nous, les pilotes, trouvons vraiment agaçant. En plus de cela, à 12h23, la météo au sud de Katmandou avait également commencé à se dégrader rapidement. La visibilité vers la piste 02 avait soudainement chuté à 1 km sous une forte pluie. Mais les conditions étaient légèrement meilleures au nord, où des éclaircies dans les nuages permettaient encore un contact visuel limité avec la vallée. Ainsi, d'autant plus que le vent avait aussi tourné de près de 180 degrés, le contrôleur aérien a informé l'équipage que l'approche directe sur la piste 02 n'était plus disponible et il leur a proposé à la place la procédure d'approche à vue pour la piste 20.
Vous voyez, l'aéroport Tribhuvan de Katmandou est situé dans un bassin entouré de montagnes et ne possède qu'une seule piste. Elle s'appelle 02 depuis le sud et 20 depuis le nord. La plupart des vols, surtout par mauvais temps, atterrissent depuis le sud. En appliquant une approche VOR Distance Measuring Equipment, ce nom vient des 2 balises radio qui guident les avions vers la piste. Le VOR, une balise omnidirectionnelle à très haute fréquence, émet un signal qui indique au pilote dans quelle direction se trouve l'avion par rapport à la balise en utilisant ce qu'on appelle un radial. Chaque radial est essentiellement une ligne magnétique qui s'étend à partir du VOR comme un rayon de roue et chaque degré représente un radial magnétique spécifique numéroté de 001 à 360. Lorsque les pilotes règlent leurs instruments VOR sur cette balise, ils peuvent alors connaître leur position relative par rapport à celle-ci et aussi choisir de suivre un radial spécifique vers elle ou à partir d'elle. Le Distance Measuring Equipment deuxième balise radio mesure la distance en milles nautiques jusqu'au VOR. Ensemble, ces 2 systèmes permettent de créer une trajectoire horizontale précise vers la piste, mais seulement horizontale. Les pilotes doivent donc gérer manuellement leur descente en suivant le profil fourni par la procédure d'approche. La carte indique des points de descente à certaines distances de la balise, avec des altitudes minimales pour assurer la sécurité de l'avion face aux collines environnantes. L'un de ces points sur cette approche, un point appelé Sierra, indiquait le début de la dernière partie de la descente vers l'altitude minimale de descente, et cette altitude minimale était de 9500 pieds. Après cela, l'avion pouvait descendre à 8200 pieds au repère des 8000, à 6800 pieds au repère des 6000, et ainsi de suite. Il devait atteindre la minima de descente et voir la piste pour poursuivre en visuel. S'il ne pouvait pas, une remise des gaz devait être immédiatement exécutée. Remonter la vallée vers le nord-ouest, puis revenir vers le sud afin d'éviter les montagnes qui s'élèvent de tous les autres côtés. Il n'y avait aucune procédure d'approche publiée de l'autre côté. De ce côté s'élevaient les immenses montagnes de l'Himalaya, au sommet de dizaines de milliers de pieds. Cela impliquait que pour atterrir sur la piste 2.0, il fallait d'abord suivre l'approche VOR vers la piste 0.2. Puis, en espérant sortir des nuages, suivre ce qu'on appelle une approche à vue en cercle pour atterrir sur la piste opposée. Cela exige alors des manœuvres extrêmement précises pour rester au sud des montagnes, et l'aéroport doit également rester en vue pendant toute cette phase. Puisqu'il s'agit d'une manœuvre visuelle, dans de bonnes conditions, cette manœuvre en circuit était difficile, mais sûre. Mais partant de moussons, avec des couches de nuages juste au-dessus des crêtes et la pluie qui brouille la vallée, c'était le genre d'approche que tout pilote essaie d'éviter. Cela signifiait que le commandant de bord n'était pas très content lorsqu'il a reçu cette nouvelle mise à jour météo. Il a alors demandé s'il pouvait utiliser la piste 02, mais le contrôleur a répondu qu'il devait prendre la piste 20. Le commandant de bord a alors commencé à penser au carburant et au terrain de dégagement si la pluie persistait. Il devait connaître leurs alternatives au cas où il devrait attendre l'amélioration du temps et la réouverture de la piste 02. Il a donc demandé au copilote « Carburant pour Calcutta, combien pour revenir ?» Le copilote a vérifié le plan de vol et a vite affirmé qu'il y avait assez de carburant pour rentrer à Bangkok. Mais ce n'était pas ce que le commandant de bord avait demandé, alors il a répliqué sèchement « Calcutta, combien ?» La raison en était qu'il voulait savoir combien de temps il pouvait se permettre d'attendre. Survoler Katmandou en cercle impliquerait de déduire le carburant de déroutement pour Calcutta du total disponible. Donc entendre simplement qu'ils avaient assez de carburant pour retourner à Bangkok ne l'aidait pas vraiment. Après une pause, le copilote est revenu avec l'information demandée par le commandant, puis le cockpit est resté silencieux. Mais cet échange a été assez bref, montrant le type de dynamique qui régnait dans ce cockpit, avec un commandant de bord qui peut être un peu dur et un copilote légèrement soumis. À 12h27, le vol a franchi le point Roméo, un point Air Navigation à 41 milles nautiques au sud de Katmandou, indiqué sur la carte du pilote comme partie de l'approche. Même si, en réalité, ce n'était pas le cas. Les deux pilotes ont revu la procédure VOR de la piste 02 et les paliers de descente sur la carte. Durant cette révision, le commandant de bord a commis une petite erreur révélatrice. Il a appelé le radial d'approche 022 au lieu de 202.
022 était la route à suivre sur le radial 202. C'était donc une erreur facile à commettre, mais je veux quand même que vous gardiez cela à l'esprit. Les pilotes ont ensuite revu une fois de plus la procédure d'approche interrompue au cas où ils en auraient besoin. Et selon leur carte, s'ils ne pouvaient pas atterrir, ils devaient d'abord continuer tout droit, puis effectuer un large virage à droite de 270 degrés et s'aligner sur un cap de 291 degrés. Ensuite, ils devaient rejoindre un point d'attente nommé Whiskey, au nord-ouest de l'aéroport. C'était une manœuvre relativement simple, mais il était essentiel de la réaliser correctement afin de les maintenir à l'écart des montagnes situées au nord, à tout prix. Mais les deux pilotes espéraient qu'ils n'auraient pas à la réaliser. Vers 12h30, le copilote a recontacté le contrôleur d'approche pour demander la dernière mise à jour sur la visibilité. Mais au lieu de leur donner un chiffre, cette fois, le contrôleur a simplement répondu cela. La piste 02 était aussi disponible, signe que les conditions s'étaient assez améliorées pour cela. Le copilote a commencé à répondre, mais le commandant de bord l'a interrompu à la radio. Confirmé, piste 02 disponible. Affirmatif, répondit le contrôleur. Alors le commandant de bord a immédiatement enchaîné avec la demande. Visibilité actuelle. À partir de ce moment, il pilotait tout en communiquant à la radio. En même temps, le copilote essayait aussi de gérer la radio, puisqu'il était le pilote surveillant, et c'est donc lui qui aurait dû s'en occuper. Cette violation des procédures a accru la charge du commandant alors qu'ils abordaient la phase la plus exigeante du vol. Mais il l'a probablement fait parce qu'il était un peu frustré par la manière timide dont son copilote gérait la radio. Et il estimait clairement qu'une communication plus directe était nécessaire. Quoi qu'il en soit, le contrôleur aérien a ignoré la question du commandant et a demandé leur distance à l'aéroport. Le commandant de bord a répété « 25 Distance Measuring Equipment maintenant demande visibilité actuelle ». Au lieu de répondre, le contrôleur leur a dit de contacter la tour de Katmandou, car l'avion était à moins de 25 000 et entrait dans son espace aérien. À ce moment-là, avec une météo apparemment en amélioration au sud, le commandant de bord a finalement décidé de tenter l'approche, au lieu d'attendre en circuit d'attente. Il a alors demandé au copilote de configurer l'avion étape par étape, puis de régler les volets sur 15. Mais ensuite, à 12h33, alors que l'avion descendait à travers les épais nuages vers la vallée, quelque chose d'inattendu s'est soudainement produit. Un message de panne est apparu sur l'écran du système, accompagné d'une sonnerie forte, et les volets se sont arrêtés avant d'atteindre la position commandée de 15 degrés. C'était là un gros problème. L'angle de descente pour ce segment d'approche vers la piste 02 était de 6,6 degrés, soit plus du double de l'angle d'approche normal de 3 degrés utilisé dans les aéroports classiques. Ce segment raide nécessitait de sortir complètement les volets pour obtenir la traînée nécessaire à sa réalisation. Au lieu de poursuivre la descente, le commandant s'est stabilisé à 10 500 pieds pour aider le copilote à résoudre le problème. Le message CAM a seulement demandé à l'équipage de consulter le QRH, mais ce manuel ne proposait que des procédures d'atterrissage avec volets limités, sans solution pour les rétablir en vol. Mais il leur a indiqué d'activer l'interrupteur d'inhibition des volets sur le système d'alerte de proximité du sol afin d'éviter des alertes erronées liées aux volets. Et cela vaut aussi la peine d'être retenu. Quoi qu'il en soit, alors que les pilotes discutaient de leurs options, l'avion poursuivait son vol en palier. Peu après, ils dépassèrent le point où ils auraient dû amorcer leur descente vers la piste. Cela signifiait que le commandant de bord s'est vite rendu compte qu'il était désormais trop tard pour atterrir. Il a donc simplement dit à son collègue « Il nous faut la configuration. Nous ne pouvons pas atterrir. » À 12h33, il a ensuite également appelé la tour et a dit « Taille 311 demande à maintenir 10 500 et demande à revenir à Calcutta pour raisons techniques. » Ouais. Le contrôleur aérien a répondu « Compris. Taille 311 souhaite se dérouter vers Calcutta pour raisons techniques. » À ce moment, le copilote a tenté de rentrer les volets à 0 puis de les remettre à 15. Cela a semblé marcher, car 20 secondes plus tard, la panne a disparu. La ligne orange a disparu et les volets se sont déployés normalement. Maintenant, tout cet épisode avait duré moins de 30 secondes. Mais pendant ce temps, le déroulement calme et méthodique de l'approche avait été interrompu, et l'avion était maintenant bien trop haut pour poursuivre l'approche.
Mais puisque l'avion semblait maintenant fonctionner à nouveau correctement, le commandant de bord a abandonné son projet de se dérouter et a plutôt décidé de revenir au début de l'approche et de tout recommencer depuis le début. Ce qui était plutôt raisonnable étant donné qu'ils avaient suffisamment de carburant et que la météo s'améliorait désormais. « Nous allons reprendre contact avec Roméo », a-t-il indiqué. Mais ici, un malentendu crucial a commencé à se former. Vous voyez, le point de cheminement Roméo se trouvait à 41 milles nautiques au sud de Katmandou, bien au-delà du début de la piste 02. L'approche Sierra qu'ils avaient suivie commençait à seulement 16 milles du radiophare. Mais le commandant a sans doute confondu Roméo avec le point de passage à 16 milles, marquant le début de l'approche Sierra, parce que sur leur carte interne de la compagnie, Sierra et Roméo étaient représentés très proches l'un de l'autre, séparés uniquement par un petit espace sur la ligne imprimée avec une étiquette indiquant « échelle déformée », et cette étiquette était probablement très facile à manquer. Pour le commandant de bord, le point Roméo semblait marquer le début de l'approche, d'où sa volonté de s'y rendre. Il ne s'est pas rendu compte que Roméo était à plus du double de la distance. Après l'annonce du commandant de se diriger vers Roméo, le contrôleur aérien, ne pouvant s'appuyer que sur les rapports radio pour leur position, les a simplement autorisés à entamer une nouvelle approche Sierra. Le point Roméo était tellement éloigné de l'aéroport qu'il se trouvait même en dehors de l'approche, et hors de portée du contrôleur aérien et nécessiterait donc de rendre le vol 311 au contrôleur de région. Donc, il est compréhensible qu'ici, le contrôleur aérien n'ait pas compris au départ pourquoi le vol 311 demandait à aller là-bas. Il est possible qu'il n'ait même pas compris la demande au début. En fait, à Katmandou, il était assez facile de tomber dans ce genre de confusion. Rappelez-vous, les contrôleurs à Tribuvan n'avaient pas accès au radar, donc ils ne pouvaient pas voir où se trouvait qui que ce soit, ni attribuer de cap spécifique. Leur travail consistait simplement à autoriser les avions à effectuer des procédures publiées comme l'approche Sierra VOR Distance Measuring Equipment et à maintenir la séparation du trafic par l'altitude ou la distance signalée. La façon dont un équipage passait d'un point de cheminement à l'autre dépendait entièrement de lui. Cela signifiait que lorsque le commandant a demandé un virage à gauche vers Roméo, le contrôleur n'a vu aucun problème. De son point de vue, il ne s'agissait que d'une demande supplémentaire pour recommencer l'approche Sierra et il a donc simplement autorisé le vol. En conséquence, taille 311, approche Sierra autorisée. Annoncé un 0, Distance Measuring Equipment, en quittant 9500. Mais en le disant de cette façon, un malentendu critique s'est alors produit. Vous voyez, le commandant de bord pensait maintenant que le contrôleur aérien les autorisait à poursuivre la même approche qu'ils étaient déjà en train d'effectuer, ce qui était impossible puisqu'ils étaient désormais trop hauts pour atterrir. En fait, le contrôleur aérien leur avait donné ce qu'il avait demandé. Une autorisation de faire demi-tour et de recommencer l'approche Sierra, mais le commandant de bord ne l'avait tout simplement pas compris. Il reprit la radio pour clarifier la situation. Nous ne pouvons pas atterrir pour le moment. Nous devons tourner à gauche vers Roméo à nouveau et recommencer notre approche. Reçu, répondit le contrôleur aérien. Continuez avec votre distance du Distance Measuring Equipment. Nous sommes à 9 Distance Measuring Equipment 10 500 pieds, répondit le commandant de bord. Compris, 9 Distance Measuring Equipment 10 500 pieds, répéta le contrôleur aérien. Comme vous pouvez l'entendre, cet échange n'aboutissait à rien, alimenté par un manque de compréhension entre les deux personnes qui communiquaient. Cela signifiait également que le ton du commandant de bord commençait bientôt à devenir un peu plus sec. « Répondez, s'il vous plaît » lança-t-il sèchement, dirigeant sa frustration vers le contrôleur aérien qui, selon lui, ignorait sa demande. « Nous maintiendrons 10 500 » transmit le copilote à la radio. Puis, jetant un œil par la fenêtre, il murmura. Sommes-nous au-dessus de l'altitude minimale de dégagement d'obstacles? Et à gauche? C'était un signe évident qu'il s'inquiétait désormais du relief dans la zone. L'altitude minimale de dégagement d'obstacles utilisée comme altitude minimale garantit une marge de dégagement suffisante avec le relief. « Oui, je le vois », répondit le commandant de bord, restant concentré sur ses instruments et attendant une autorisation du contrôleur aérien. Il reprit alors la radio et dit « À gauche, virez maintenant. Continuez avec votre DME. » « Distance, » répondit encore la même voix inutile. Rappelez-vous, le contrôleur aérien lui avait déjà donné une autorisation valide et attendait maintenant simplement leur vérification de distance lors de leur prochaine approche. Cette DME, le copilote signale une nouvelle tentative et demande un virage à gauche pour revenir.
Reçu 10 Distance Measuring Equipment. Bien compris, monsieur. Signalé 16 Distance Measuring Equipment. Nous quittons 11.5. Le contrôleur aérien répondit, sans toutefois approuver ni refuser le virage. Parce que, bien sûr, dans un environnement sans radar, il ne pouvait donner aucun vecteur, même s'il avait compris ce qu'on lui demandait. Donc ce schéma continuait simplement de se répéter. Les appels radiopolis recevèrent des réponses vagues. Et il est également important de se rappeler qu'aucune des parties impliquées ici n'avait l'anglais comme langue maternelle. Cela signifiait que le contrôleur aérien n'avait probablement pas le vocabulaire anglais nécessaire pour expliquer sa confusion, alors il se contentait de répéter des phrases similaires en espérant que les pilotes finiraient par faire ce qu'ils pensaient être le mieux. Et le commandant de bord ne semblait pas s'en sortir beaucoup mieux. La maîtrise d'une langue ne se limite pas au vocabulaire. Il s'agit aussi d'être capable de dire « je ne comprends pas » et d'amener l'autre partie à clarifier. Et cela échouait maintenant, lamentablement. Les deux parties de cette conversation pensaient se comprendre parfaitement, créant ce que nous, les pilotes, appellerions aujourd'hui une défaillance d'information en boucle fermée. L'information était transmise avec vérification, mais aussi avec l'hypothèse que l'autre partie avait reçu et compris toutes les informations pertinentes, ce qui n'était clairement pas le cas. Quoi qu'il en soit, à 12h35, le commandant de bord a finalement décidé d'arrêter d'attendre et a simplement dit « Nous montons tout droit ». Il a tourné le sélecteur de cap du pilote automatique vers la droite, ordonnant à l'avion de prendre un cap 0,45 degrés au nord-est. C'était sans doute un cap provisoire qu'il comptait ajuster plus à droite ensuite, et simultanément, il a également entamé une montée, apparemment en suivant la logique de la procédure de remise de gaz, qui exigeait un virage à droite en montée. Cela représentait un virage de 270 degrés pour les amener jusqu'au point Whiskey. Le seul problème était que la procédure de remise de gaz devait commencer au-dessus du VOR de l'aéroport, et non pas 5 miles au sud de celui-ci, là où il se trouvait maintenant. Mais tant qu'il volait en mode sélection de cap, cela n'avait pas vraiment d'importance. Mais il est intéressant de noter qu'à ce stade, l'équipage avait demandé des virages à gauche, mais ils ont tout de même choisi de tourner à droite. Il est possible que cela soit lié au terrain plus bas à l'ouest de la route de vol. À l'approche de l'aéroport, le commandant a préféré suivre un profil proche de la procédure d'approche interrompue. Si tel était le cas, l'équipage avait maintenu une bonne conscience de la situation par rapport au relief jusqu'à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, une nouvelle communication est rapidement arrivée de la tour, demandant à l'équipage de signaler lorsqu'il quitterait 16 DME pour l'approche. Cela a ensuite été suivi d'un malentendu de la part du copilote et de correction de la part du contrôleur. Cela aurait pris plus de temps et probablement davantage distrait le commandant de bord. À ce stade, ils pensaient encore que l'ordre de la tour leur demandait de poursuivre la descente sur la trajectoire qu'ils avaient déjà abandonnée. Il est donc à nouveau intervenu à la radio et a tenté de clarifier en disant « Nous ne pouvons plus effectuer l'approche maintenant. Nous allons virer à droite et monter à 18 000 pieds afin de recommencer l'approche. » Et le fait que le vol montait à 18 000 pieds a complètement pris le contrôleur aérien par surprise. Il a répondu « Reçu. Restez en attente pour le moment. Maintenez le cap au 115 à cause du trafic. » Et la raison de sa nervosité soudaine était qu'il y avait un autre vol, le vol Royal Népal 206, qui était en train de descendre dans le secteur au sud de Katmandou, sur le point de refaire la même procédure. Et, comme je l'ai mentionné précédemment, dans un environnement sans radar comme celui-ci, la séparation était maintenue grâce à des attributions d'altitude liées à chaque phase de l'approche ou du départ. Tant que le vol Tay-311 restait à 11 500 pieds, il restait en sécurité sous la trajectoire du vol Népal 206 sur ce segment, mais pas s'il montait plus haut. En d'autres termes, le contrôleur aérien ne voulait absolument pas que le vol 311 monte au-dessus de 11 500 pieds tant que l'autre avion n'était pas sorti de la zone. Il ne pouvait pas non plus autoriser une descente vers Katmandou tant que le vol thaïlandais 311 n'avait pas repris la procédure publiée. Le contrôleur d'approche leur a donc seulement demandé de maintenir leur altitude et d'attendre, ce qui était conforme à la séparation avec le relief au sud de l'aéroport. Le problème, cependant, était que le vol 311 avait déjà dépassé les 13 000 pieds lorsque ce message a été reçu. Mais le copilote a simplement répondu « D'accord, nous allons maintenant maintenir 13 000 ». Le contrôleur a répondu « Reçu »,
puis à répéter. Dans un premier temps, maintenez 11 500 en raison du trafic RA 206 estimant Simara. 5-7 de Delhi en descente au niveau de vol, un 5-0. Le copilote a confirmé. Descendez à 11 500. Nous sommes à 8 Distance Measuring Equipment. L'avion s'est brièvement stabilisé sur un cap sud-est d'environ 130 degrés avant de commencer à redescendre vers l'altitude autorisée. Mais la confusion sur la fréquence n'était toujours pas complètement dissipée. Le contrôleur a répété « TEI 311, vous confirmez vouloir poursuivre Roméo pour l'approche ?» Le commandant de bord a répondu « Affirmatif, demande confirmée, poursuivre vers Roméo et contacter le contrôle régional. » La réponse est revenue, et c'est justement pour souligner pourquoi cet échange était si important. Cela se produisait tandis que le commandant virait à droite, descendait et gérait des communications radio. Donc sa charge de travail était probablement bien plus élevée qu'elle n'aurait dû l'être, ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé ensuite. À la tour de l'aéroport de Tribhuvan, le contrôleur a contacté le centre régional pour transmettre ce qu'il avait compris. TEI 311 n'a pas pu effectuer l'approche et retourne vers Roméo. Le contrôleur régional était naturellement déconcerté. Roméo ne se trouvait pas au début de la procédure d'approche. Il ne faisait même pas partie de la procédure. Alors pourquoi le vol se dirigeait-il là-bas? Et à cela, le contrôleur aérien a simplement répondu que c'est ce que l'équipage avait demandé. Je comprends parfaitement le scepticisme du contrôleur d'approche dans cette situation. Faire un détour de 64 km vers un point de cheminement sans réelle raison devait sembler étrange. Mais sans radar et avec l'instinct professionnel de ne pas remettre en question l'échange d'un autre contrôleur avec l'équipage, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. S'ils voulaient faire ce détour, eh bien, c'était leur choix. Durant ce transfert, le commandant restait concentré sur sa tentative d'obtenir des instructions cohérentes des contrôleurs. Mais entre le stress, la barrière de la langue et sa frustration face au manque d'instructions claires, son attention s'était probablement un peu détournée de sa route réelle. Il avait tourné manuellement le sélecteur de cap vers la droite, mais au milieu de tout ce qui se passait, il n'avait pas cessé de le faire. Quand il pointait vers Sierra Point, au lieu de s'arrêter, il a continué jusqu'à 108 degrés, puis 270, et enfin presque un tour complet. Évidemment, cela ne pouvait pas être son intention initiale, mais plusieurs facteurs ont probablement contribué à ce que cela se produise malgré tout. Premièrement, comme je l'ai déjà souligné, la charge de travail était élevée. En même temps, il orientait son avion dans les nuages et en terrain montagneux, tout en gérant les transmissions radio. Lui-même convaincu que les contrôleurs ne le comprenaient pas et que son copilote n'arrivait pas à se faire comprendre. Deuxièmement, il se peut qu'il ait inversé dans sa tête les deux fréquences radiocritiques nécessaires, le radial entrant 202 degrés et le réciproque 022 degrés. C'est une inversion, une erreur possible sous stress pour tout pilote. Mais dans ce cas, cela signifiait qu'au lieu de faire demi-tour vers le sud-ouest, il se dirigeait maintenant lentement vers le nord-est, vers les pentes montagneuses de l'Himalaya, au-delà de l'aéroport. Alors que l'avion s'alignait sur son nouveau cap d'environ 025 degrés, la confusion à la radio s'est enfin dissipée. Le commandant annonce « Cap 025 altitude 115 ». Avant de passer l'appel, les deux pilotes avaient vérifié leur altitude par rapport à la consigne. Et ils avaient confirmé que 11 500 pieds les maintiendraient au-dessus de l'altitude minimale de sécurité pour le secteur sud de l'approche. Et c'était un autre signe que ces deux pilotes croyaient désormais qu'ils se dirigeaient vers le sud de Katmandou. S'ils s'étaient rendus compte qu'ils se dirigeaient en réalité vers le nord, ils l'auraient vu. L'altitude minimale de sécurité du secteur dépassait 21 000 pieds, soit environ 10 000 pieds de plus que leur altitude actuelle. Ceux qui ont été attentifs auront entendu que le commandant a annoncé suivre un cap 025 degrés. Et cela aurait dû déclencher toutes sortes de signaux d'alarme aussi bien pour l'équipage que pour les contrôleurs aériens. Mais pour une raison étrange, cela n'a pas été le cas. Dans le cas des contrôleurs aériens, ils n'ont probablement tout simplement pas relevé ce chiffre particulier au milieu de toutes les autres informations que l'équipage venait de leur communiquer. Et dans le cas de l'équipage, ils étaient encore légèrement distraits par d'autres facteurs que je vais bientôt expliquer.
et 025 était proche de la route d'approche correcte, celle qu'ils avaient déjà suivie auparavant et qu'ils avaient briefée plus tôt. Il est donc possible que la grande menace de ce cap n'ait pas été immédiatement évidente. Ils avaient tout simplement perdu leur conscience de la situation et cela allait bientôt empirer. À 12h41, le contrôleur a contacté le vol. Confirmez votre distance Measuring Equipment depuis Katmandou. Le commandant a repris la radio et répondu « Nous sommes à 5 Distance Measuring Equipment de Katmandou ». Mais en entendant cela, le contrôleur aérien a été profondément confus. Si le vol 311 faisait vraiment demi-tour vers Romeo, leur Distance Measuring Equipment devrait augmenter, pas diminuer. Comme le dernier rapport les plaçait à 9 Distance Measuring Equipment il y a 4 minutes, ils devraient être à environ 20 miles de plus maintenant. Pensant donc qu'il avait dû mal entendre, le contrôleur a de nouveau appuyé sur son micro et a demandé « Confirmé à 5 Distance Measuring Equipment ?» Et le commandant de bord, profondément frustré, a maintenant répondu avec colère « 5-0-5 ». En entendant son ton, le contrôleur a simplement accepté cela et a choisi de ne pas discuter ni de demander d'autres clarifications. Il a juste dit « 5 DME, reçu T311, maintenez 11-5. Annoncez votre passage au point Roméo. » Et c'était une énorme occasion manquée de détecter l'erreur qui était en train de se produire. En réalité, l'avion était bien à 5 Distance Measuring Equipment du radiophare, mais pas pour la raison que pensait l'un ou l'autre des deux côtés. Après avoir passé plusieurs minutes à tourner dans la confusion tout en descendant et en discutant avec le contrôleur aérien, le vol 311 avait légèrement dépassé le VOR de Katmandou vers l'ouest, puis avait continué vers le nord sans s'en rendre compte. Ainsi, le Distance Measuring Equipment avait compté régulièrement à rebours vers 0 à mesure qu'ils approchaient du radiophare, puis avait recommencé à compter à la hausse une fois qu'ils l'avaient dépassé. Si l'équipage a remarqué ce renversement, ils ont sans doute pensé que cela confirmait leur théorie. Ils avaient dépassé l'aéroport au nord et revenaient maintenant vers le sud en s'en éloignant. Mais évidemment, en réalité, ils se dirigeaient maintenant exactement dans la direction opposée, s'enfonçant plus profondément dans l'Himalaya, alors que les deux pilotes et les contrôleurs pensaient qu'ils se trouvaient en toute sécurité du côté sud de la vallée. Dans le cockpit, le copilote tentait désormais de programmer le retour vers Roméo dans le système de gestion de vol, mais il avait du mal à comprendre ce que le système de navigation lui montrait. Il a entré Roméo dans l'ordinateur, espérant voir le point de cheminement sur la carte, mais rien n'est apparu. Le commandant répétait « Trouve-moi Roméo, s'il te plaît ». Et le copilote l'a donc saisi à nouveau, puis a fait défiler une liste de points de cheminement nommés Roméo et a demandé si celui situé près de 27 degrés de latitude nord était le bon. Le commandant a vérifié sa carte et confirmé que c'était le bon. Donc, le copilote l'a sélectionné en haut, puis a appuyé sur le bouton Direct To, ce qui aurait dû tracer une route depuis leur position actuelle jusqu'à ce point de cheminement. Maintenant, ce que l'écran leur a réellement affiché n'est pas enregistré. Mais si le système fonctionnait correctement, il aurait dû afficher un demi-tour. La direction d'où ils venaient, passant derrière eux et hors de vue. Le Flight Management System de l'Airbus affichait uniquement les points de cheminement dans un arc de 85 degrés devant l'avion. Ainsi, tout ce qui était derrière, dont les points Roméo et Simara au sud de Katmandou, n'apparaissait pas, sauf les premiers virages pour y accéder. Il s'agissait d'une simple limitation de l'affichage. Mais pour l'équipage, désormais complètement enfermé dans son biais de confirmation, en pensant être dans la bonne direction, cela pouvait plutôt ressembler à une panne. Si le commandant avait compris qu'ils étaient au nord de Katmandou et continuaient vers le nord, ce qu'il voyait aurait eu tout son sens. Mais sa réaction montrait simplement que le résultat ne correspondait pas à son idée de la situation. Au lieu d'effectuer le virage prévu, il demanda au copilote de réessayer. Il était convaincu que l'ordinateur était défaillant ou que le copilote sélectionnait simplement le mauvais point de cheminement. Le commandant de bord a peut-être aussi choisi le mode ROSE sur son écran de navigation. Ce mode sert principalement aux approches VOR et était courant chez Thai Airways à l'époque. Et si c'était le cas, il n'avait sans doute pas une vision aussi claire de ce que le copilote programmait. À la place, son écran aurait affiché une ligne magnétique réglée sur le radial qu'il avait sélectionné, probablement 025. C'était le même trajet qu'ils avaient pris pour approcher la piste.
Quoi qu'il en soit, le copilote tenta maintenant un autre point de cheminement à proximité appelé Simara, mais le résultat fut le même. Il s'exclama avec frustration « Il n'affiche pas du tout Simara !» Pendant ce temps, la confusion du commandant de bord grandissait, car la distance affichée par le système de gestion de vol vers le point saisi n'avait aucun sens pour lui. Si Roméo se trouvait près du début de l'approche, à environ 16 miles du VOR, il devrait alors voir une courte distance affichée, puisque la distance depuis le VOR, selon l'affichage du Distance Measuring Equipment, était maintenant de presque 16 milles nautiques. Mais Roméo était en réalité à des dizaines de miles au sud de Katmandou, tandis qu'il volait plus au nord. À chaque seconde, le chiffre affiché sur l'ordinateur dépassait désormais largement ses attentes. Le commandant de bord s'exclama alors « Roméo est à combien de miles d'ici ?» Le copilote répondit simplement « On a compris, ça fonctionne en direct. » La ligne vers Roméo était visible à l'écran, mais pas là où le commandant pensait qu'elle devrait se trouver. Mais il était cependant toujours déterminé à faire confiance à sa propre interprétation de leur position, et a donc dit « Roméo. Radial, 20 216 distance measuring equipment. » Attendez, je suis la ligne. Maintenant, par la ligne, il faisait sans doute allusion à la radiale 022 du VOR de Katmandou, prolongement nord de la radiale 202 degrés employée pour l'approche 02, et celle qu'il avait peut-être encore sur son écran rose. Mais malheureusement, nous ne le saurons jamais vraiment avec certitude. Suivre la radiale 022 revenait à voler vers le nord, à l'opposé de l'aéroport et vers le relief le plus élevé. La navigation indiquait le sud, vers la sécurité. Mais pour le commandant, qui pensait déjà être au sud de Katmandou et suivre une route vers le sud, cela ne pouvait pas être correct. Tellement convaincu que l'équipement était désormais défaillant, il l'a ignoré et a continué à voler dans la même direction. Il prévoyait probablement maintenant d'intercepter manuellement le radial entrant après avoir atteint ce qu'il interprétait comme le point correct. Évidemment, en regardant cela confortablement installé dans nos canapés, cela paraît insensé, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'une fois qu'un scénario particulier s'est installé dans l'esprit de quelqu'un, le cerveau fera tout ce qu'il peut pour confirmer que cette théorie est correcte. Et cela inclut le fait d'ignorer des signes évidents qu'elle est fausse, comme des lectures Distance Measuring Equipment étranges ou un comportement inhabituel du Flight Management System. En plus de cela, le fait que les contrôleurs ne les aient pas avertis a probablement été perçu comme une preuve supplémentaire qu'ils faisaient la bonne chose. Un exemple classique de biais de confirmation. En formation CRM moderne, nous, pilotes, apprenons à reconnaître ce piège grâce à quelques consignes simples. Remettez en question les suppositions, surtout si quelque chose ne va pas. Si les données ne correspondent pas à votre modèle mental, arrêtez-vous, exprimez-vous et réévaluez ensemble, en tant qu'équipage. Une gestion efficace des ressources de l'équipage ne consiste pas à savoir qui a raison, mais ce qui est juste et à s'assurer que les deux pilotes partagent la même représentation mentale correcte de la réalité. Quoi qu'il en soit, à 12h43, le commandant de bord a de nouveau appelé le contrôleur d'approche et a annoncé « TIE 311 14 Distance Measuring Equipment ». Le contrôleur, entendant que la distance augmentait, s'est alors détendu. Ce chiffre correspondait à ses attentes. Le vol 311 était en sortie, s'éloignant de Katmandou et se dirigeant vers le point de cheminement Roméo. TAI 311 maintenait un 1-5 signalé au-dessus de Roméo, a-t-il instruit. Mais évidemment, cela ne le rassurait que lui, car il n'avait aucun moyen de savoir que cela augmentait dans la mauvaise direction. À l'intérieur du cockpit, cependant, les choses étaient encore loin d'être réglées. L'avion approchait maintenant du point où le commandant de bord pensait que l'approche Sierra devait commencer à 16 miles au sud de l'aéroport. Pensant faire face à un problème avec l'ordinateur de gestion de vol, le commandant se préparait sans doute à faire demi-tour pour la prochaine approche. Données brutes, c'est-à-dire sans utiliser l'ordinateur, uniquement basé sur les aides à la navigation. Il a donc tourné le bouton de cap de quelques crans vers la gauche, passant presque plein nord de 0,25 degrés à 0,05 degrés, préparant probablement ce qu'il pensait être l'entrée en goutte d'eau pour une inversion de route. Et il a également réduit légèrement la vitesse. Le copilote continuait de lutter avec le système de gestion de vol et déclara « Ce truc tombe encore en panne. »
Peu importe ce qu'il saisissait, l'écran refusait d'afficher les points de cheminement là où il s'y attendait. Le commandant de bord a finalement dit « Transfère-le depuis mon côté », demandant au copilote de récupérer les points de cheminement qu'il pensait avoir bien saisis. « Oui, nous l'avions transféré, mais il a disparu comme avant », a répondu le copilote. Les deux hommes regardaient l'écran de navigation sans comprendre pourquoi il restait vide. Mais comme nous le savons tous, le système n'avait en réalité aucune défaillance. Mais quelques secondes plus tard, quelque chose sur l'instrument du copilote attira soudainement son attention. Nous ne saurons jamais ce que c'était. Peut-être a-t-il vu quelque chose par la fenêtre ou remarqué le compas de secours. Mais il demanda soudainement, avec une légère inquiétude dans la voix. « Eh, on y va, on part vers le nord ?» À l'insu de l'équipage, l'avion était déjà entré dans un cul-de-sac montagneux dont il serait impossible de sortir. Leur sort était désormais scellé, car derrière les nuages se dressaient maintenant d'immenses falaises abruptes sur trois côtés, atteignant plus de 20 000 pieds de hauteur. Mais il n'y avait toujours aucun signe de cela dans le cockpit. Le commandant de bord, toujours confiant dans sa carte mentale, balaya cette question d'un revers de main, ne comprenant manifestement pas la gravité de ce que son copilote venait de révéler. Il a juste annoncé que nous allions bientôt faire demi-tour, puis il a parlé dans son micro en disant « Katmandou ». T311 demande virage à droite, retour aérodrome. Mais avant que le contrôleur aérien ne puisse répondre à cet appel, une voix électronique stridente a retenti dans les haut-parleurs du cockpit. Terrain. Rapidement suivi de Redresser. C'était un système d'alerte au sol. Celui-ci avait détecté que l'avion avait une vitesse de rapprochement trop élevée par rapport au terrain en dessous d'eux et leur criait donc de monter. Mais même si cette alerte était absolument correcte pour le commandant de bord, elle lui semblait tout de même fausse. Bien que son radioaltimètre chutait rapidement, il pensait sans doute que le système réagissait à l'une des vallées escarpées au sud de l'aéroport de Katmandou, pas à la vallée encaissée dans laquelle il se trouvait réellement. Ce n'était pas totalement insensé, vous voyez. Le GPWS installé sur cet avion pouvait souvent être déclenché par les grands changements soudains de terrain directement sous l'avion, puisqu'il utilisait seulement un petit faisceau radar pointé directement vers le bas. Il n'avait aucun lien avec l'EGPWS, bien amélioré par une base de données, utilisée aujourd'hui dans les avions pour anticiper les obstacles. Il est possible que ce système ait déjà donné de fausses alertes aux commandants de bord dans cette zone. Rappelez-vous aussi comment l'équipage avait géré ce problème de volet plus tôt. Comme je l'ai dit, cette procédure visait à désactiver la partie du Ground Proximity Warning System concernant les volets pour éviter les fausses alertes. Il est donc possible que le commandant de bord se soit souvenu de ce point et qu'il l'ait, d'une certaine manière, confondu avec cette alerte bien réelle qui n'avait rien à voir avec les volets. Quoi qu'il en soit, il a maintenant sélectionné le changement de niveau, indiquant ainsi sa volonté de monter. Et alors qu'il faisait cela, le copilote s'est mis à crier « Demi-tour, demi-tour !» « C'est faux !» a insisté le commandant de bord. Et l'Airbus a simplement continué à voler à plat à 11 500 pieds, droit vers la montagne qui se trouvait devant eux. Comme je l'ai dit, même s'ils avaient tenté la manœuvre d'évitement ou de tournée, l'enquête a montré que cela n'aurait pas fonctionné. L'alerte Ground Proximity Warning System a continué de se répéter pendant les 17 secondes suivantes. Et puis, lorsque les nuages se sont soudainement dissipés, la montagne est apparue comme un immense mur gris remplissant tout leur pare-brise. Il n'y avait pas le temps de réagir. Les derniers mots enregistrés sur le cockpit Voice Recorder n'étaient qu'un souffle brusque. Oh non! À 12h45 locale, à une vitesse de plus de 230 nœuds, le vol 311 de Thai Airways s'est écrasé de plein fouet contre une falaise presque verticale du massif du mont Baden-Powell, culminant à 18 700 pieds à 23 miles au nord de Katmandou. L'appareil s'est complètement désintégré à l'impact et les 113 personnes à bord ont toutes été tuées sur le coup. L'impact, si soudain et violent, a provoqué seulement un bref éclair d'inflammation du carburant avec très peu de feu.
Les contrôleurs ont poursuivi leurs appels, ignorant que l'avion supposé en route vers le sud s'était écrasé dans l'Himalaya. Il a fallu 2 jours entiers pour retrouver l'épave. Les équipes de secours ont fouillé les vallées au sud de Katmandou, dans la zone où tout le monde pensait que l'avion s'était écrasé, mais elles n'ont rien trouvé. Ce n'est que lorsque des rumeurs sont parvenues de quelques villages isolés au nord, évoquant une étrange explosion, que des hélicoptères ont finalement réussi à repérer une marque sombre, haut sur la falaise. L'avion avait percuté une zone si isolée et si escarpée qu'il était presque impossible de l'atteindre. Ainsi, lorsque les enquêteurs sont finalement arrivés, ils se sont vite retrouvés à travailler sur l'un des sites de crash les plus inaccessibles au monde. L'air était raréfié, les pentes traîtresses et la météo imprévisible. Et à cette altitude, même les tâches les plus simples étaient à juste titre épuisantes. Un enquêteur est même décédé du mal aigu des montagnes pendant qu'il se trouvait sur la montagne, ce qui fut un rappel tragique et encore plus frappant de l'extrême rudesse de ce terrain. L'accident a été causé par la perte de conscience de la navigation par l'équipage. Ils se sont perdus à cause de la confusion, d'une mauvaise communication et du biais de confirmation. Heureusement, aujourd'hui, ce type d'accident serait presque impossible. Parce que 2 ans après le vol 311, la navigation basée sur le GPS a commencé à apparaître dans les cockpits commerciaux, donnant aux pilotes une position exacte partout sur Terre. Aujourd'hui, les calculateurs de gestion de vol indiquent la position d'un avion avec une précision quasi parfaite, chaque procédure autour de Katmandou reposant sur le système de positionnement global. Les systèmes d'alerte de proximité du sol, ou EGPWS, ont aussi changé la perception du relief. Les systèmes modernes, contrairement à ceux des années 1990 reposant sur l'altimètre radar, utilisent des bases de données du relief et la position satellite pour anticiper le trajet de vol, fournissant à la fois une représentation cartographique des reliefs environnants et des alertes beaucoup plus précoces en cas de risque imminent d'impact avec le relief. L'héritage le plus durable du vol 311 réside peut-être dans la formation des équipages. La gestion des ressources de l'équipage n'était déjà pas nouvelle en 1992, elle était déjà enseignée dans une grande partie du monde, mais le vol 311 reste une étude de cas puissante sur l'importance de cette gestion. Chaque étape de cet accident montre à quel point 2 pilotes expérimentés et compétents pouvaient facilement se retrouver piégés dans la même fausse représentation, chacun renforçant la conviction de l'autre, au lieu de la remettre en question. Aujourd'hui, la gestion des ressources de l'équipage, CRM, fait partie de chaque étape de la formation au pilotage et du travail quotidien des pilotes. On nous apprend maintenant à surveiller nos instruments, à observer la réflexion de l'autre et à intervenir dès qu'une chose n'a pas de sens. Même si la hiérarchie ou les habitudes rendent cela inconfortable. Et c'est quelque chose que je veux vraiment que chacun d'entre vous retienne de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez soutenir le travail que mon équipe et moi faisons, merci de soutenir notre sponsor en consultant le lien ci-dessous. C'est une excellente offre. Vous pouvez aussi nous soutenir en rejoignant mon équipe Patreon via ce QR code ou sur patreon.com/join. Mentor pilote, je me prépare pour un autre hangout et j'aimerais vous y voir. Je suis Peter Hornfeld, vous regardez Mentor pilote. Passez une excellente journée, à la prochaine, au revoir.